Dans un premier temps, nous verrons comment cadrer et définir le périmètre d'un test. Ensuite, nous verrons comment rédiger un protocole de test non modéré. Enfin, nous verrons comment rédiger un guide d'entretien modéré. Avant de créer un test utilisateur sur la plateforme TestApic, tout projet de test utilisateur nécessite d'être correctement délimité pour être sûr de comprendre la problématique initiale en impliquant toutes les parties prenantes. De plus, en définissant précisément les objectifs et le périmètre à tester, vous pourrez choisir plus facilement le type de test adapté, définir le ciblage et la volumétrie. Pour vous aider à définir tous ces éléments, voici une liste de questions à vous poser. Tout d'abord, définissez le parcours que vous souhaitez tester. Quels éléments ou quelles pages vous souhaitez évaluer. Attention, lors d'un test, il est préférable de ne pas tester un parcours trop large ou trop de pages différentes. Concentrez-vous sur un parcours précis pour obtenir des retours riches et de qualité qui vous seront réellement utiles. Pour éviter la fatigue testeur, la durée d'un test non modéré ne doit pas dépasser une vingtaine de minutes. Soit 10 questions pour un test vidéo et 15 questions pour un questionnaire. Pour un entretien modéré individuel, prévoyez 45 minutes et 1 heure et demie pour un focus group. En effet, la longueur de votre test aura une influence directe sur la qualité des retours. Si vous ne savez pas par quoi commencer, réalisez un focus group en équipe afin de catégoriser et prioriser les éléments à tester et ainsi créer une roadmap de test. Enfin, il vous faudra aussi déterminer à quel moment de la conception vous souhaitez lancer un test, sur quel device et sur quelle cible. Maintenant que le périmètre est déterminé, et avant de rédiger vos consignes, il est important de formuler les objectifs principaux de votre étude. Vous pouvez avoir 1 à 3 objectifs principaux. Si vous le souhaitez, vous pouvez formuler vos hypothèses afin de penser à les tester dans votre protocole. Enfin, vous pouvez formuler une problématique générale de votre étude. Pour faciliter la rédaction de vos futures consignes, notez précisément ce que vous voulez tester à chaque étape du parcours. Listez l'ensemble des questions que vous vous posez et des mesures que vous souhaitez obtenir et en quoi elles pourraient vous servir par la suite. Pensez aussi au type de données que vous souhaitez obtenir et au type de livrable attendu. En effet, pour choisir les types de tests adaptés à votre étude, réfléchissez au type de retour que vous souhaitez avoir en fonction de vos objectifs. Par exemple, des pourcentages pour arbitrer ou confirmer une hypothèse, ou des impressions pour mieux comprendre votre cible ou pour trouver des idées. Dans le cas d'un projet stratégique ou complexe, n'hésitez pas à organiser une réunion de lancement pour confronter les idées et les points de vue et élaborer une conception partagée des objectifs. En impliquant chaque acteur du projet, vous favorisez l'acceptation des résultats et des propositions qui en découleront. Maintenant que les objectifs de votre étude sont clairs, vous êtes en mesure de choisir la méthodologie adaptée. Pour rappel, il est possible de coupler les approches quantitatives et qualitatives afin d'avoir une compréhension globale de l'expérience utilisateur. Si vous voulez définir une roadmap de test, il est possible d'adapter les typologies de tests en fonction des différentes phases de conception. Par exemple, si vous souhaitez réaliser un benchmark auprès de vos concurrents, vous pouvez réaliser une étude avec un test vidéo non modéré pour observer l'utilisation des fonctionnalités et un questionnaire pour comparer des mesures de manière fiable. Si vous êtes en phase d'idéation, vous pouvez organiser un focus group en impliquant vos utilisateurs lors d'un atelier de co-création ou bien tester des propositions, concepts ou du contenu par le biais d'un sondage. Et si vous êtes en phase de prototypage, vous pouvez mener des entretiens individuels avec des utilisateurs ou utilisatrices pour avoir des retours sur vos maquettes. Lorsque vous vous lancez dans la rédaction d'un protocole de test non modéré, plusieurs éléments sont à prendre en compte. Par définition, un test non modéré est à réaliser seul et sans modération. Cela implique que vous ne pourrez pas rebondir sur les réponses des testeurs et testeuses. Vous ne pourrez pas les aider s'ils se perdent durant le test. Vous ne pourrez pas les recadrer s'ils se dispersent et vous ne pourrez pas reformuler une question s'ils ne la comprennent pas. C'est pourquoi la rédaction du protocole est l'étape clé de votre étude. Voici quelques conseils pour vous assurer de rédiger un protocole qui permettra à l'utilisateur ou l'utilisatrice de réaliser sereinement son test. Un scénario permet de contextualiser le test, définir la posture dans laquelle se trouve l'utilisateur, le convaincre et le motiver à le débuter, mais aussi l'alerter sur des spécificités pour éviter les arrêts en cours de test. Privilégiez des scénarios courts qui ne citent pas votre marque. Un protocole de test peut se découper en 3 temps. Les premières consignes permettent d'accueillir le participant, de lui rappeler le scénario du test ou de rappeler les spécificités du test. Par exemple, si le test se déroule sur une maquette, vous pouvez intégrer ce type de consigne.
Après cela, vous pourrez rédiger les consignes concernant les tâches que devront réaliser les testeurs. Par exemple, trouver un produit, commenter une page ou encore simuler l'achat d'un produit. Les dernières consignes vous permettront de demander aux testeurs de synthétiser leur expérience en exprimant ce qu'ils ont le plus aimé, ce qu'ils ont le moins aimé ou s'ils ont des conseils d'amélioration. Lorsque vous rédigez vos consignes, notamment celles où vous demandez au testeur de réaliser une tâche, il est important d'être clair, concis et structuré, par exemple en séparant l'action à réaliser de la question posée. En étant clair sur le parcours à réaliser, par exemple en spécifiant où il doit s'arrêter, ou bien en étant clair sur le moment où il peut passer à la consigne suivante. En rappelant la page que les testeurs doivent évaluer, en accompagnant les testeurs dans la verbalisation de leurs ressentis, et en fournissant un lien de secours. Pour faciliter la lecture des consignes, n'hésitez pas à rajouter de la mise en forme. Pour terminer, veillez à ne poser qu'une seule question par consigne pour avoir des retours de meilleure qualité et plus pertinents. Un protocole de test vidéo doit contenir une dizaine de questions et peut ressembler à cela. Pour un protocole questionnaire, il faudra adapter le format de vos consignes car il sera différent des consignes vidéo. En plus du contenu de la consigne, vous devrez réfléchir au type de réponse fermée que vous souhaitez utiliser et à la mise en disposition d'un champ commentaire qui peut être obligatoire ou facultatif. Attention, la justification des réponses dans le champ commentaire demande beaucoup d'efforts aux testeurs et l'analyse des verbatims vous nécessitera un travail important. Nous vous suggérons de rendre le commentaire obligatoire sur 5 questions maximum. Lorsque vous rédigez une consigne d'un questionnaire, vous pouvez rédiger une question ouverte sans réponse fermée. Dans ce cas, les testeurs n'auront qu'à écrire leurs réponses dans le champ commentaire et vous obtiendrez ainsi uniquement des verbatims. Ou bien une question avec des réponses fermées accompagnées du champ commentaire afin d'obtenir des résultats quanti accompagnés de verbatims explicatifs. Ou bien une question avec seulement des réponses fermées pour obtenir des résultats quantitatifs sans justification associée. Ou encore une consigne sans réponse fermée ni commentaire qui sera plutôt utilisée pour donner une information au testeur ou de lui demander d'effectuer une action qui ne nécessite pas de réponse lors d'une tâche de transition par exemple. Vous avez à disposition plusieurs formats de réponse fermée. Le choix unique, utilisé notamment pour les échelles de type Likert. Nous recommandons une échelle à 5 points accompagnée d'une valeur refuge. Ce type de réponse vous générera des diagrammes circulaires. La sélection multiple qui vous générera un diagramme en bâton. Le format grille, idéal pour interroger le degré d'accord de l'utilisateur sur plusieurs dimensions ou bien pour comparer deux versions d'une même page. La grille opposée, qui vous permettra d'avoir des données plus fines en demandant aux utilisateurs de se placer entre deux extrêmes. Voici à quoi peut ressembler un protocole de test questionnaire. Le protocole d'un sondage se présente de la même façon que celui du questionnaire, à la différence qu'on ne demandera pas à l'utilisateur d'interagir avec une interface. L'objectif d'un sondage étant de sonder l'utilisateur à propos d'une idée, d'un visuel ou de ses usages. Voici un exemple de protocole de sondage. Que ce soit en entretien individuel ou en focus group, réaliser un entretien modéré avec des utilisateurs et utilisatrices vous permettra d'approfondir certains sujets, observer les comportements et réactions des participants,
Et c'est une bonne manière de faire face à la perspective de vos utilisateurs et surtout de rebondir directement sur leur feedback. La méthode de l'entretien semi-directif vous permettra d'aborder vos thèmes de recherche tout en laissant la personne interrogée verbaliser ses idées librement. La préparation est la clé d'un entretien réussi. Pour cela, construisez un guide d'entretien facile à utiliser. Définissez un périmètre clair avec peu de questions, sans cela, votre entretien durera trop longtemps. Répartissez-vous les rôles entre collègues. Par exemple, il peut y avoir un modérateur et une personne qui prend des notes. Enfin, entraînez-vous à dérouler votre guide et aux techniques de relance. Pour commencer, voyons ensemble comment rédiger un guide d'entretien. Pour le format, vous pouvez choisir ce qui vous convient le plus. Par exemple, un document de type Google Doc pour ne pas avoir de contraintes dans la prise de notes. Ou bien, si vous voulez une présentation plus calibrée, vous pouvez construire un tableau unique rassemblant tous vos entretiens pour n'avoir qu'un seul fichier, ou un tableau par testeur, dans ce cas vous aurez un fichier pour chaque participant. Dans votre guide d'entretien, nous vous conseillons de prévoir un espace pour suivre vos questions et un autre espace pour prendre des notes. La partie notes vous permettra de noter les réponses et les comportements de la personne interviewée. Dans certains cas, par exemple, il est préférable de laisser le testeur réaliser la tâche sans intervenir, mais de prendre des notes pour poser des questions ensuite. Enfin, n'hésitez pas à adopter un code couleur. Par exemple, pour mettre en avant les actions que vous devez réaliser pendant le test, comme lancer l'enregistrement ou partager un lien, ou bien une couleur pour vos phrases de relance pour aider le participant à s'exprimer davantage. Prêtez attention à la formulation de vos questions. Préparez-les minutieusement en privilégiant les questions ouvertes. Le principe d'un entretien semi-directif est d'orienter l'utilisateur ou l'utilisatrice vers des thématiques que vous aurez définies tout en laissant la personne s'exprimer librement. Cependant, pour être sûr d'aborder tous les sujets que vous souhaitez, prévoyez une checklist des éléments à évaluer que vous consulterez avant de passer à une autre thématique. Pendant votre entretien, vous devrez gérer les silences du participant. Si les moments de silence sont trop importants, encouragez la personne à parler en l'interrogeant sur ce qu'elle pense ou ce qu'elle recherche. Il existe d'autres techniques de relance que vous pouvez utiliser pendant votre entretien afin d'approfondir un sujet avec l'utilisateur. Vous pouvez demander des explications, pratiquer l'écoute réflexive ou reformuler ou résumer plusieurs idées. N'hésitez pas à écrire vos idées de relance dans votre guide d'entretien. Pour terminer, nous allons passer en revue quelques biais à prendre en compte lorsqu'on rédige des questions. En effet, une simple mauvaise formulation peut influencer les réponses des testeurs et réduire ainsi la fiabilité de vos résultats. Tout d'abord, veillez à ne pas induire une idée ou une émotion dans votre question. Par exemple, au lieu de demander s'ils appréhendent de souscrire à une offre, vous pouvez poser une question ouverte et demander quel sentiment cela leur procure. Ensuite, une question ne doit jamais être ambiguë. La formulation doit être claire. Pour avoir une réponse précise et fiable, l'élément à évaluer doit être explicité et l'aspect évalué doit être limpide. Par exemple, sur cette question, je comprends parfaitement que la question posée porte sur la réservation et que je dois évaluer la facilité. Évitez les termes trop techniques et vulgarisez au maximum les jargons liés à l'UX comme le mot CTA ou les jargons liés à votre secteur. Chaque question ne doit évaluer qu'une seule chose. Évitez les formulations mentionnant deux éléments différents ou les consignes à tiroir. L'effet de désirabilité ou le biais d'acquiescement peut pousser les testeurs à répondre par l'affirmative. Pour éviter cela, posez une question ouverte ou mentionnez les deux extrêmes de la dimension que vous souhaitez évaluer. Pour conclure cette vidéo, nous vous conseillons de ne pas rédiger votre protocole seul. En effet, votre travail peut être influencé par différents biais et il est parfois difficile de prendre de la hauteur. Prenez l'habitude de soumettre votre protocole à un regard neuf afin de le perfectionner. Mais nous vous conseillons de faire relire votre protocole à quelques personnes sans pour autant multiplier les interlocuteurs au risque de ralentir considérablement le projet. En effet, malgré les idées ou les besoins qui peuvent survenir en fin de rédaction, ne vous détournez pas des objectifs fixés en phase de cadrage.